Bonjour tout le monde, الخير عليكم, salam alaikum. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. Donc je me présente, je suis Yasmine Hadihna, directrice communication. J'ai le plaisir d'accueillir pour le webinaire d'aujourd'hui Madame Nassima Laras, directrice des ressources humaines chez PPG Algérie, qui a bien voulu répondre en faveur de cette initiative envers les candidats. Donc merci beaucoup Nassima, ou مرحبا بك. Je t'en prie, le plaisir est pour moi et j'espère de manière générale de cette petite heure ensemble. Confiné pour confiner, je pense qu'on peut faire de belles choses, donc c'est avec plaisir. Tout à fait. احنا ماذا بينا نستغلوا الوقت تاعنا de la meilleure manière qui soit. Et merci beaucoup Nassima de nous donner de ton temps justement pour discuter شوية مع les candidats. Donc, la thématique c'est gérer sa carrière en situation de crise. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la thématique TAC et en fait, quelle personne tu cibles de la thématique. Avant toute chose, je tiens un petit peu à me présenter déjà avant de lancer la thématique. Donc, effectivement, je suis le PPG Algérie depuis 8 bonnes années. Donc, qu'est-ce que PPG aussi? C'est important aussi de connaître un petit peu le domaine d'activité les j'évolue fait depuis 8 ans. Donc, PPG est une multinationale américaine. Donc, c'est Pittsburgh Plate and Glass qui est active dans le secteur de la peinture et revêtement. Donc, bima'na akhar, on peint tout ce qui peut être peint. La coque d'un téléphone à une voiture. Donc, la peinture, c'est on boit peinture, on réfléchit peinture et on respire peinture chez nous au quotidien. La couleur est notre dada, pour faire simple. Donc voilà, et on est présent, PPG est présente en Algérie depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année passée et on est 80 collaborateurs à travers le territoire national. Voilà. Et après, quand je dis peinture, ce n'est pas forcément de la peinture tahad al-het, mais ça peut être de la peinture la carrosserie, comme ça peut être une peinture qui viendra protéger un bac de pétrole, etc. C'est-à-dire qu'on est réellement sur des segments très, très différents sur la peinture. Là, actuellement... Très bien. Donc, ça peut être du particulier, comme ça peut être de l'industriel, comme... Effectivement. Donc, ça peut être un particulier, comme ça peut être du corporate, principalement. Alors, donc, la thématique Talioma, c'est comment gérer sa carrière en période de crise. Quand tu m'as proposé, Yasmine, cette thématique, il faudrait qu'on commence par expliquer un petit peu les choses. Parce que c'est vrai qu'on peut l'entendre de deux manières différentes. C'est soit se dire qui fait je suis en entreprise et j'ai une position actuellement, comment je gère ma carrière. Ça, c'est un sujet. Un deuxième, le sujet principal à mon sens aujourd'hui, c'est que comment moi, je suis primo-demandeur d'emploi, comment je gère mon quotidien face à cet accru de la crise de l'emploi. On va s'atteler nettement plus sur cette thématique-là aujourd'hui et on va un petit peu discuter parce que réellement c'est du bon sens. On n'a pas de conseils, on n'a pas des super pouvoirs, on va pas vous donner des conseils hors normes, mais c'est des conseils que vous allez vous-même appliquer au quotidien et c'est des choses que tout le monde a dans son petit panier. Machi haja compliqué gaïtique pour le commun des mortels. Donc voilà par rapport à la thématique d'aujourd'hui, Yasmine. Très, très bien, très, très bien. Donc, avant en fait, de commencer à parler des conseils, hein, qui m'a dit, c'est des conseils qui sont très simples, c'est des conseils qui sont applicables et c'est surtout des conseils pratiques. Déjà, premièrement, quand on parle gestion de carrière ou recherche d'emploi, quelle est déjà la première approche à avoir? Quel est le directement quand on commence à chercher de l'emploi, quand on cherche à évoluer? Alors, pour moi, la chose la plus importante avant toute chose, c'est être réellement motivé. Il faut réellement pas perdre cette motivation qui nous anime. Donc, il faut être réellement
avoir être en positive attitude constamment. On va passer forcément par des cycles, comme toute personne. Il y a des moments où on est réellement emballé par les matinées où je vais donner 2 heures de mon temps pour rechercher du travail. Il y a d'autres jours où ça sera un peu moins. C'est-à-dire que l'envie ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc, il y aura un découragement, un relâchement. Mais c'est pour ça qu'il faut se mettre déjà réellement une feuille de route très claire. C'est là où on doit appliquer ce qu'on appelle le time management en se disant j'ai un goal, comment je fais pour atteindre cet objectif? C'est de donner un estimé de temps, d'un temps qu'on doit mettre en place pour l'atteinte de cet objectif. Si c'est mon objectif, c'est de trouver un nouveau job, c'est me dire chaque jour, je vais me donner 7 à peu près. Il n'y a pas d'organisation type. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour orienter les gens sur ça. Chacun qui fait dans son ordinateur, il est plus à l'aise dans son organisation. Donc mais à mon sens, il faut réellement se donner un minimum de temps par jour, avoir une certaine rigueur dans la recherche et être très très motivé en ça. Gagner, ce qui est important aussi, la motivation, c'est la marque des winners. Au final, en tant que recruteur, moi, je ne recherche pas quelqu'un qui est négatif ou là. Au contraire, cette positivité va forcément impacter le recruteur. Par la suite, pardon? Attirer le recruteur, c'est ce qui va. Oui. C'est me dire, Adara, réellement, il a de l'ambition, il y va, il est acharné. Donc, c'est ce genre de profil qu'on est en train de rechercher actuellement. C'est la bonne patte, parce que, en quelque sorte, en jargon RH, on appelle ça ainsi. C'est de trouver la bonne patte, la personne réellement qui viendra s'imbriquer dans notre organisation. Donc, c'est les personnes réellement motivées, oui, avec des ondes positives. Pour moi, c'est réellement le premier élément à ne pas mettre de côté. C'est la motivation et la rigueur. Ça, après, il y a les conseils, il y en a beaucoup. Hein. Pour moi, le deuxième point, par exemple, Yasmine, c'est faire réellement, on a du temps. Donc là, maintenant, on peut aller vers une auto-évaluation, un auto-bilan de soi. C'est de se dire quels sont les points positifs, quels sont les points à améliorer sur lesquels je dois travailler. C'est via l'auto-évaluation, je peux avoir du recul pour pouvoir faire du personnel branding sur ma personne. Parce qu'actuellement, qu'on le veuille ou pas, on doit marketer sur ça. Faire un bilan positif et des points positifs et des points à améliorer. En fait, est-ce que tu préconises plutôt l'auto-évaluation? Est-ce que tu préférais plutôt que ça soit une personne tierce qui fasse head la critique de nous, qu'elle fasse avec nous en fait nos points positifs et... Alors, ça dépend. Là, actuellement, on est en confinement. Là, on est réellement sur une thématique liée à l'actualité. Du recul. Et si on est un primo-demandeur, on n'a pas de hiérarchie. Donc, on va pas toquer à la porte du responsable pour lui poser des questions relatives à notre personne. Par contre, effectivement, notre entourage, c'est-à-dire notre petite famille, peut servir de baromètre. Parce qu'on ne parle pas juste sur un aspect technique ou là sur ses connaissances d'un métier X ou X. Donc, ça peut être réellement lié tout bonnement à notre caractère, à notre capacité à nous mouvoir en entreprise. Pardon, Nassima, il y a des personnes qui disent ne pas t'entendre. Est-ce qu'on entend bien Nassima? C'est bon, 5 sur 5. Parfait. Excuse-moi d'avoir coupé, Nassima. Malèche, aucun problème. Donc, je disais, ça peut être une auto-évaluation via notre petite famille. C'est-à-dire, il ne faut pas aller forcément sur les professionnels du métier. Ça peut être par rapport à notre personnalité déjà. Et pour moi, travailler sur ce trait-là est déjà important. Et après, l'auto-évaluation, bien entendu, on parle d'auto-évaluation, donc ça commence par nous-mêmes. C'est avoir l'intégrité de dire voilà les axes voilà les axes je suis performante. Et ça, c'est un des traits, parce que
si on devait revenir très rapidement sur les trois qualités, moi, que je juge réellement importantes dans le recrutement, là, actuellement, c'est-à-dire, c'est la bonne patte, comme je disais tout à l'heure, mais la deuxième qualité, c'est être humble. Être humble et pouvoir s'auto-évaluer et se critiquer. Et il faut se dire aussi, ce qui était valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Donc, c'est continuellement se poser les bonnes questions et se mettre à hauteur et s'améliorer constamment. On est réellement dans l'amélioration continue. Très bien, très bien. En fait, tu as parlé de se poser les bonnes questions et de se mettre en valeur et surtout de se connaître en fait. Faire un bilan c'est se connaître et par la suite savoir le communiquer au recruteur via son compte sur les réseaux professionnels ou bien à travers son CV. Donc, en fait, quels sont les conseils que tu pourrais éventuellement donner concernant le CV? En fait, qu'est-ce qui attire vraiment un recruteur sur un CV? Comment le mettre en avant sur son CV ou bien sur son profil sur les réseaux professionnels? Alors, par rapport au CV, maintenant, il y a plusieurs écoles. Moi, je ne suis pas une pro des CV où une fiche de poste long comme un bras, où ça détaille tout. Non. Les CV, maintenant, il y a des règles classiques qu'on ne doit pas toucher. C'est-à-dire que j'ai 20 ans, ou je viens juste de commencer, il y a des règles classiques à adopter sur un CV. Donc, les informations classiques, c'est un must. La photo de profil, je pense qu'actuellement, on voit des photos de profil dignes d'un Snapchat ou là, il faut réellement s'arrêter de s'amuser sur ça. On est réellement sur des demandes officielles. On est réellement à la recherche de notre gagne-pain. Donc, il faut faire très attention sur ça. Quelques petites erreurs qu'on rencontre jusqu'à présent, les adresses mail, Mimi et compagnie et sympathique arrobase, non, ça c'est plus d'actualité. Il faut réellement très très regardant sur certains critères. On peut être très créatif ailleurs, il n'y a aucun problème, bien au contraire. On a besoin de ressentir la créativité qui sommeille derrière le candidat. Sur certains critères, la gauche. Absolument, absolument. Après, il faut synthétiser pour moi, surtout en période de crise. On n'aura pas beaucoup de temps à passer sur les CV. On aura réellement le temps. On ira directement, oui, c'est-à-dire que le candidat le CV doit être. Au final, il doit l'ossature doit postuler. Si par exemple, moi, je recherche quelqu'un dans le marketing, je dois voir ça très rapidement. Il faut réellement savoir customiser le CV à l'hsab où je postule. Une position ou une entreprise peut être différente. Donc, il faut taper très rapidement et taper directement sur ce que l'entreprise souhaite réellement. Donc, pour ma part, moi, je ne peux pas passer mon temps à lire des fiches de poste. Les fiches de poste, tout un classeur fait le bureau. Donc, ça ne m'intéresse pas. Allez synthétiser réellement vos postes. Classiquement de la période la plus récente à la plus ancienne. Amusez-vous beaucoup plus sur la partie hobby parce que cette partie-là devient très, très importante chez un recruteur. On va s'atteler nettement plus à partager, à avoir une lecture sur ça. Quand je dis hobby, c'est quand vous mettez lecture, c'est pas lire, oui, Pif et Hercule, c'est sympa. Tintin, moi je les ai lus, mais soyez cohérents avec votre personnalité parce que actuellement, on vous posera des questions automatiquement sur ça. Si vous êtes dans le caritatif, mettez-le en avant parce que ça dénotera par derrière que vous êtes une personne qui est réellement engagée envers les autres. Donc, automatiquement, vous allez avoir une capacité d'intégration beaucoup plus importante qu'un autre. Donc, faites attention à tout ce genre de choses parce que c'est quelque chose qui au final, c'est-à-dire que ça a son pesant d'importance pour un recruteur actuellement. Très, très bien. Après, pardon, vas-y Yasmine. Non, vas-y Nassima, je te laisse terminer.
Non, donc, est-ce qu'on parlait de ça? On parlait du CV, donc c'est un moyen très classique d'aller toquer aux portes. C'est de passer beaucoup de temps actuellement sur les sites d'emploi, Emploatic pour ne citer que vous, ou Organic. Moi, je trouve qu'il est très important aussi d'investir notre temps sur nos réseaux. Quand je dis réseau, moi, je ne parle pas de réseau personnel, Facebook et compagnie. Ne faites pas l'amalgame. Ça restera forcément un réseau personnel. Donc, mais travaillez réellement votre présence sur LinkedIn et Viadeo. Viadeo est une plateforme qui est pas très connue en Algérie, ou du moins on l'utilise que très peu. Donc, mais ce qui est réellement d'actualité chez nous, c'est LinkedIn. Donc, travaillez réellement votre présence sur LinkedIn. Ou s'il n'y a pas juste retravaille aussi votre réseau, réactivez aussi, à mon sens, c'est important, du relationnel que vous avez perdu de vue, un ex-collègue, quelqu'un que vous connaissiez, les tlaquetos dans un forum ou là, activer le relationnel headache parce qu'au final, on ne peut pas savoir. Ce relationnel peut être positif par la suite. Peut-être que vous allez comme des astuces ou là, des plans sur des entreprises qui recrutent, peut-être la leur. Donc, il faut être très présent sur les réseaux professionnels, bien entendu. Ça, c'est hyper important parce que, pour info, plus de 50% actuellement des recruteurs actuellement table sur LinkedIn. On est réellement dessus matin et soir. Donc, et quand on veut faire de la recherche, quand on veut chasser des têtes, c'est via LinkedIn actuellement. Donc, partagez un maximum de choses positives, bien entendu, sur votre personne et démontrer via vos posts votre ambition, votre capacité à évoluer, la capacité évolutive que vous pouvez apporter en votre personne et aussi votre valeur ajoutée que vous allez pouvoir partager avec votre prochain employeur. Très bien. En fait, j'aurais une question dans ce sens, Nassima. En fait, comment utiliser son réseau professionnel justement pour trouver un travail et comment se distinguer des autres sur les réseaux pour pouvoir capter un maximum les recruteurs? Parce qu'on sait en fait que dès qu'on reçoit, dès qu'un recruteur reçoit un CV, il va systématiquement voir le profil de la personne sur LinkedIn ou bien même qui m'a colté si vous êtes en phase de chasse de tête. Le premier outil à utiliser, c'est LinkedIn. Donc, en fait, comment se distinguer des autres sur les réseaux professionnels et comment utiliser son réseau pour trouver du travail? Alors, par rapport au réseau pour LinkedIn, pour ne rester que sur LinkedIn, maintenant, on ne va pas demander aux candidats d'aller harceler le recruteur. Ce n'est pas le but. Moi, je reçois énormément de messages au quotidien. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut être très objectif. On n'aura pas le temps de décortiquer tous les messages qu'on reçoit. Donc, mais automatiquement, certains messages qui vont se distinguer. Certaines personnes qui vont venir avec nous, plutôt, excusez-moi, donc ils vont venir vers nous avec de la matière. C'est des personnes qui vont s'intéresser à l'entreprise, qui peuvent réellement te mettre sur un mail, sur un message, 2-3 phrases sur ton entreprise. Et là, tu te dis, celui-là, il a pris le temps de se renseigner. Celui-là, il connaît l'entreprise. C'est-à-dire, s'il est venu vers moi, c'est il veut réellement s'imbriquer dans notre organisation, démontrer au final votre intérêt face à cette entreprise. Parce que les messages classiques et anodins qu'on reçoit, avec copier-coller, que tu balances à plusieurs recruteurs, il va pas attirer notre regard. Donc, essayez automatiquement de modeler votre intérêt selon le recruteur, qu'il y ait réellement de l'intérêt, réellement qu'il y a quelque chose par derrière. Je n'écris pas au recruteur juste pour être recruté tout bonnement. Non, je lui écris car je suis persuadée de lui apporter de la valeur ajoutée dans son entreprise. Là, en tant que recruteur, on voit beaucoup de messages passer. Donc, on peut distinguer très rapidement les personnes qui sont réellement intéressées, qui ont pris la peine de se renseigner. Là, automatiquement, il a fait l'effort
de connaître mon entreprise, de s'intéresser à mon entreprise, je ferai l'effort aussi de regarder un minimum ce qu'il fait sur les réseaux ou là, de lui répondre ou là, d'échanger un minima avec la personne. Moi, je vais vous raconter juste une anecdote. Moi, il y a quelqu'un, par exemple, il y a plusieurs personnes qu'on distingue sur les réseaux sociaux. Les personnes qu'on voit toujours partager leur CV en nous demandant de mettre un petit like. Ça, à un certain moment, tu te dis, qu'est-ce que je peux lui apporter? Mais moi, j'ai vu se distinguer plusieurs personnes à qui j'ai même essayé de porter ma petite aide parce que tu te dis, celui-là, il est réellement déterminé à trouver de l'emploi. Donc, ces personnes-là, automatiquement, il y a une forte de compassion qui se crée derrière eux. Donc, automatiquement, on va se comporter différemment avec eux qu'avec une personne qui ne fera pas l'effort. Très bien, très très bien, très très bien. Donc, en fait, pour les personnes qui ont l'habitude, justement, les réseaux professionnels sont une source intarissable en fait d'offres d'emploi. Donc, on a tendance, les candidats ont tendance à se perdre à plusieurs offres d'emploi, d'aller sur plusieurs offres d'emploi. En fait, quels sont tes conseils pour bien choisir les offres que tu postules et quelle est vraiment la meilleure manière d'approcher le recruteur de cette entreprise? Alors, déjà pour moi, le plus important. Pardon. Une CH. T'as fini, Yasmine? Oui, c'est bon, oui. D'accord. Pour moi, il est très important de multiplier nos sources d'informations. Donc, il faut beaucoup s'informer actuellement sur les entreprises de manière générale. Donc, ça peut être de la presse écrite, ça peut être de la presse digitale. C'est se dire, par exemple, telle entreprise vient d'ouvrir une usine, va y avoir de l'investissement dans tel endroit. C'est se dire aussi, telle entreprise va basculer sur un nouveau produit, etc. Il y a une ouverture d'un nouveau magasin. Donc, automatiquement, c'est synonyme d'emploi. Donc, automatiquement, en amassant toutes ces informations-là, j'ai déjà une source d'entrée. Donc, automatiquement, je vais taper directement vers l'employeur qui m'intéresse. Aussi, moi, je conseille toute personne de faire de la veille sur ces entreprises-là, parce que qu'on le veuille ou pas, en période de crise, les entreprises vont faire beaucoup plus attention lors des recrutements. Donc, on aura automatiquement moins de positions sur le marché. Automatiquement, on sera beaucoup plus regardant et plus, on va dire, on va chercher la performance beaucoup plus qu'auparavant. Mais en parallèle, les gens qui sont à la recherche d'un emploi, de manière générale, font le même boulot. Assurez-vous que l'entreprise, les postulés au FIRA, c'est une entreprise pérenne. C'est important aussi pour vous de vous dire, que je sois en poste ou pas, mais si je m'embête avec cette entreprise, c'est une entreprise qui va me donner un minimum de stabilité à les années et je vais m'imbriquer dans l'évolution de cette entreprise. Donc, faites de la veille sur les entreprises. Faites de la veille sur l'entreprise, c'est pas une étude de marché ou là, rien de tout cela. C'est avec des moyens très simples. C'est déjà de s'informer, de regarder un petit peu ce que cette entreprise vaut sur le marché via le site, via un petit peu leur page, les différentes pages qu'on peut trouver sur eux, les différents articles qu'on peut trouver sur la presse. Et aussi, il ne faut pas hésiter de temps en temps d'aller directement un message tout simplement sur LinkedIn. Un collaborateur, quand je tape à la porte d'un collaborateur de chez PPG par exemple, les relots, que penses-tu réellement de cette entreprise? Est-ce que ça se passe bien? Pas. J'aurai déjà un feedback sur cette entreprise. Donc ça, c'est important de faire attention à ces points-là. Avant de se jeter dans cette démarche. Très, très bien. Parfait. Et en fait, il y a eu, en fait, l'étape est franchie. Donc, on a contacté, on a bien en fait travaillé son profil, on a bien travaillé son CV, on s'est bien informé sur les entreprises, sur les offres. On a postulé de manière correcte et concrète.
Et là, en fait, j'aurais une petite question. Est-ce que la lettre de motivation est importante? Si elle l'est, comment elle doit être? Et comment en fait transformer, Alors, transcrire sa sincèrement, moi, motivation quand peut-être on je ne suis pas postule une sur les RH réseaux? très classique, mais moi, je ne suis pas une pro des lettres de motivation. Sincèrement, moi, je n'ai jamais pris beaucoup de temps sur la lecture parce qu'au final, on sait que très peu de personnes vont être ingénieux et très peu de personnes vont mettre leurs pattes écrites sur ces documents-là. Au final, on retrouve des lettres de motivation très classiques, reprises par des sites et des courriers classiques. Donc, personnellement, je n'ai pas beaucoup de temps à décortiquer les lettres de motivation. Ce qui est très important pour moi, c'est que soit tu te distingues via un petit message très simple sur un LinkedIn ou via une candidature spontanée, ça peut être ça. Là, maintenant, effectivement, sur une candidature spontanée, tu peux te mettre en avant et te distinguer des autres. Mais sincèrement, ce genre de courrier, je pense c'est assez révolu et la motivation, elle doit être d'actualité lors de l'entretien. Je voudrais juste comme un petit exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu. Les entretiens, je dis que c'est important de se préparer. Moi, j'ai reçu plusieurs fois en entretien des personnes, déjà, quand on vous appelle au téléphone, est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'entreprise? Ça, c'est moyen. Je sais, vous passez votre temps à postuler, mais ayez une feuille de route très claire. Les recruteurs, par exemple, quand on ouvre des positions sur Emploatic, très souvent, on reçoit le même candidat avec un profil X qui postule sur plusieurs offres, sur du B2B, B2C, alors que le profil est radicalement différent. Il est junior, il se positionne sur une position senior. Ne faites pas cette erreur. Ne faites réellement pas cette erreur parce qu'au final, comment je vais interpréter les choses? Je me dirais que cette personne n'a réellement pas fait son auto-bilan, ne sait réellement pas ce qu'elle veut, et moi, je n'ai pas besoin d'une personne incertaine en entreprise. Moi, j'ai besoin d'une personne réellement donc, vous l'avez peut-être postulé position junior, senior, en plus, on reconnaît très rapidement ces profils-là. Donc, ne vous grillez pas. On appelle dans notre jargon, le serial postuleur. Après, moi, c'est très bien justement que tu parles de ça. Parce que les gens ont tendance à dire oui, je vais postuler, un comptable, je vais postuler quand même à l'offre d'emploi commercial, mais je tente ma chance, peut-être que mon CV va retenir leur attention. Je vous gomme toutes ces mauvaises idées parce que ça ne fonctionne réellement pas. Et soyez logique dans votre approche. Ne postulez pas juste pour postuler. Postulez avec intelligence. Postulez sur ce que vous voulez donner de meilleur de vous. Donc, au final, ayez de l'intelligence dans votre approche. Et Ganik même, pour parler de ça, quand je disais en entretien, il faut bien se préparer. Moi, j'ai reçu des candidats. On a PPG, on a plusieurs marques de peinture. Parmi nos marques de peinture, on a Seigneurie. C'est un produit parmi d'autres dans notre gamme. Moi, j'ai reçu des candidats, les Seigneurie et PPG. Moi, j'ai déjà reçu des candidats où on a un produit Seigneurie, le groupe PPG, Seigneurie, c'est le concurrent de PPG, alors que c'est notre produit. Là, tu te dis, dès le début, un candidat qui te jette ça au début de l'entretien, tu lèves le pied, psychologiquement, je ne suis pas, mes chakras ne sont pas ouverts pour aller réellement dans un entretien parce que je me dis, dès le début, je vais me dire que cette personne n'a même pas pris le temps de se renseigner sur l'entreprise Tana. Donc, c'est quoi l'intérêt? Ou si je tout à l'heure, même si on postule beaucoup, mais quand je postule, je n'ai pas juste cliqué. Avant de cliquer, c'est quoi, qu'est-ce que je
peux lui apporter, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter aussi. Donc, au final, quand le recruteur il dit allô, c'est PPG, c'est quoi PPG? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors que c'est du bétail. Je suis une entreprise parmi d'autres. Donc là, démontrer aussi qu'au final, venir travailler chez nous est important. Donc, faites très attention à ce genre de choses. Donc, on disait, Annie, d'être mon CV, j'ai postulé. Là, maintenant, on va basculer à l'étape de l'entretien. On est en période de crise. Comment bien se préparer à un entretien d'embauche? Quand on est en période de crise, comment mettre toutes les chances de son côté pour bien réussir son entretien, taper dans l'œil du recruteur et laisser en fait son empreinte de recruteur. Actuellement, on ira forcément à de la période sur des entretiens via Skype, via Zoom. Donc, on va basculer sur du digital. Ça, c'est une certitude. Parce qu'on ne va pas s'arrêter de travailler. Donc, on va continuer tout en respectant toutes les mesures sanitaires. On va s'amuser avec ça. Bien au contraire, qui les collaborateurs. Donc, on n'ira jamais sur ça. Donc, sur le contact classique. Donc, on ira forcément sur des plateformes digitales. L'entretien sur une plateforme digitale ne sera pas différent à l'entretien classique. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est positif pour le candidat, c'est que l'environnement, c'est l'environnement donc daro. Donc, c'est un point positif. Donc, prenez ça positivement. Dites-vous, je ne vais pas stresser dans une salle d'attente. Il n'y aura pas ça. Donc ça, je ne serai pas en retard. Non, je serai à l'heure, je ne patienterai pas et je serai au final chez moi. Donc ça, c'est un point très, très positif à retenir. Par contre, dans la démarche, elle reste la même. Votre CV, vous l'avez en temps normal lors d'un entretien, un CV physique, sur ton PC. Parce que si on te demande de partager ton écran, ton CV, tu pourras le partager. Surtout s'il n'est pas updaté chez le recruteur. Exemple. Donc, ne dis pas, mais un CV, ou là, un CV sur ton PC, ou une CV tag. Donc, il faut réellement l'avoir de côté. Ça, c'est hyper important. Après, la tenue vestimentaire, qui m'a raconté l'entretien. Ne dites pas, je suis chez moi, donc je vais me permettre un laisser-aller. Pas du tout. On sait tous, en pyjama, en mode travail pyjama. Mais c'est pas une raison de le démontrer. En plus, c'est un premier contact. Donc, l'entretien est un entretien classique. Donc, rien ne changera, c'est la même approche à avoir. Très, très bien. Donc, on se prépare. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de bien se renseigner sur l'entreprise quand on a postulé? On fait les recherches nécessaires. On se prépare à bien mettre en avant les compétences vis-à-vis du recruteur pour mettre vraiment en avant ce qui nous distingue des autres. Après, il y a un point, un point qui est très important. On est en période de crise actuellement. Donc, le recruteur prenait du temps. Au final, c'est un CV qui m'intéresse, il a une jolie formation. Je peux me permettre, un recruteur, de prendre mon temps, de me dire, je vais le former. Je vais avoir encore cette latitude d'aller vers une approche réellement de formation, d'accompagnement. Mais du cas, ça va être de plus en plus compliqué. Qu'on soit très très clair sur ça. Maintenant, en tant que recruteur, on va chercher de plus en plus des personnes opérationnelles. Il faut faire très attention sur ça. Opérationnel et disponible. Donc, si vous êtes disponible, il faut le mettre en avant. Si vous êtes une personne opérationnelle, mettez-le en avant aussi. Vous êtes une personne qui est capable de gérer des moments de crise et vous avez des exemples. Donnez vos exemples. Vous vous êtes adapté très rapidement dans une ancienne expérience et comment partagez-le avec le recruteur. Parce qu'on aura réellement besoin de personnes qui vont très rapidement être productifs. Donc là, on sera plus sur du management de performance que sur l'efficacité. Juste une petite différence. L'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs. Je suis efficace, je fais mes objectifs. La performance, c'est quoi? C'est de pouvoir atteindre ses objectifs, mais en ayant moins de moyens, de ressources. Ça, c'est hyper important.
on va nous challenger de plus en plus sur la performance, non pas sur l'efficacité, et c'est une différence très importante à connaître. Donc, soyez performants. Si vous l'êtes, et si vous pensez réellement que vous êtes cette personne performante, partagez-le et donnez des exemples. N'ayez pas de problème. C'est pas être un but de sa personne en disant je suis capable là. Il n'y a pas de souci sur ça. Dites-le, mais prouvez, donnez des exemples. C'est-à-dire qu'on aura besoin de garanties un peu plus dans l'avenir. Et si vous êtes capable de les fournir, on obtiendra le résultat que tout le monde peut obtenir. Mais qu'on le veuille ou pas, on est dans une période nettement plus compliquée. Juste pour remettre un petit peu le contexte en place, en 2019, ça a été une année très compliquée pour nous tous. Yasmine? Non. Donc, 2019 a été une année compliquée en matière d'emploi. Oui, là. Donc, les professionnels disaient qu'il y allait avoir une reprise sur 2020. On s'attendait, on croisait les doigts, que le S1 allait se finir et qu'il y allait avoir une relance sur le S2. مع الوقت قلنا معليش ماشي S2 mais en mois de septembre. Là maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il faut pas, on n'est pas sorti de Saint-Cyr, mais le contexte est là, les chiffres sont là. Quand les États-Unis sont à plus de 3,3 millions de chômeurs, ça c'est exceptionnel, c'est un boom spectaculaire. Quand la Chine devait faire 6% de croissance, elle minimise les choses, elle ne fera pas de croissance, elle sera nulle, mais c'est énorme. C'est-à-dire la Chine devait faire une croissance de 6%, elle sera à zéro. Donc, c'est des chiffres qu'il faut qu'on se mette dans la tête. La France fera un -3 sur son PIB. Donc, au final, 2020, la crise 2020 sera nettement plus importante, mais 100 fois plus importante que la crise de 2008. Donc, c'est pour ça que l'énergie, il faut réellement la concentrer pour pouvoir se distinguer. Donc, ça, c'est hyper important. Maintenant, moi, les conseils que je vous donne de manière générale, au-delà de ce qu'on a pu regarder, il y a un conseil que je veux mettre en avant, c'est la question du CDD. De manière générale, quand on parle de CDD, on n'aime pas. On n'aime pas parce que pour nous, CDI, c'est un gage de pérennité. Bon. Yasmine? Oui, Yasmine. Classe, moi, je peux y accéder. Donc, est-ce que déjà tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon. Alors, Yasmine, je vais te garder en haut-parleur. Je pense que ça peut être bien. Okay. On va continuer. Okay. Comme ça, au moins, tu vas nous entendre et je pense que tout le monde pourra t'entendre aussi pour continuer notre débat. Que tout le monde pourra m'entendre. Oui, normalement, ça devrait passer. Et on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, désolé déjà, ça s'est interrompu, la connexion. On fait comme on peut. Donc là, je parlais tout à l'heure, on a cité quelques petits chiffres. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler du CDD. Le CDD, en général, ou CDD, je préfère le CDI. Mais maintenant, on sera amené, qu'on le veuille ou pas, de plus en plus au CDD. Parce que le CDD reste une possibilité à une entreprise de recruter dans une durée limitée. On ira forcément de plus en plus sur les modes projet. Donc, automatiquement, le CDD reste une bonne alternative pour l'entreprise. Donc, ne refusez pas le CDD. Le CDD peut être aussi une porte qui va vous donner l'accès à l'entreprise. Donc, qui dit CDD peut dire CDI si ça va vous réconforter. Mais allez, je l'oublie, ne pas CDD et je peux pas basculer CDI. Ça va vous permettre, vous aussi, le salarié, l'employé, de vous dire, est-ce que pendant de la période, j'ai été satisfait envers mon entreprise? Parce que c'est bien l'évaluation de l'entreprise
مع le salarié. Mais l'inverse peut être aussi faisable. Donc, ça va vous permettre aussi de vous dire, est-ce que au final, cette entreprise m'intéresse? Ça va pour vous permettre aussi, si ce n'est pas le cas, de basculer rapidement vers une autre entreprise. Donc, ne dites pas non au CDD. CDD, ça peut être réellement une porte d'ouverture et de stabilité dans une entreprise. Donc, faites très attention à ça. Aussi, le point que je voulais aussi mettre en avant, c'est qu'actuellement en entreprise, et je donne ma propre expérience et ce qu'on est en train d'appliquer chez nous, il y aura beaucoup plus de polyvalence. Donc, quelle est la polyvalence? Moi, non. Moi, je suis marketeur ou là, moi, je vais pas faire, je sais pas, je vais pas faire de la ressource humaine. On va pas vous demander de faire tout et n'importe quoi. On va pas vous dire, اسمع انت يا راك spécialisé في la supply chain, نسحقك دير لي البيلون à quelqu'un d'une équipe. Par exemple, dans un département RH, qui est spécialisé dans la complement, on va dire, de polyvalence de plus en plus en entreprise, et ce qu'on est en train d'appliquer de plus en plus chez nous. On fait ça, on commence ça, la polyvalence, on la commence via des vies ma vie, tout simplement. C'est de dire, par exemple, il y a les vies ma vie, c'est un outil très intéressant qu'on a mis en place en entreprise. C'est deux choses. Ouais, l'intérêt est double. Ça peut être un vie ma vie, par exemple, sur une équipe supply qui, par exemple, la chargée de dédouanement, un financier, qui sont réellement dans des petites guerres constantes et tout. Un vie ma vie peut solutionner la chose en disant, va passer une journée معاها, chauffe les contraintes تاعها, et inversement. Là, automatiquement, les gens vont réellement connaître les réalités de chacun. Donc, ça va calmer et la compréhension sera réellement d'actualité. Ça, c'est pour un sujet. Mais ce n'est pas l'intérêt d'aujourd'hui. Là, les vies ma vie, c'est de connaître aussi, c'est de se donner aussi le temps et l'opportunité de connaître ce que l'autre fait. Donc, au final, à la polyvalence, retenez ça positivement. Si demain, je suis spécialisée, par exemple, dans le recrutement, demain, si on me donne l'opportunité de faire de la formation, je le ferai. Parce qu'au final, est-ce qu'on a réellement l'opportunité d'apprendre au quotidien? Pas tellement. Par contre, si je prends cette solution positivement, c'est au final, quand je sortirai, ou là je sors de cette entreprise, c'est soit je sors pour pouvoir toucher peut-être un autre métier, via cette polyvalence, ou bien j'ai plus d'opportunités au sein de mon entreprise parce qu'au final, je suis devenue une personne qui peut toucher à plusieurs segments et je suis devenue cette personne qui est réellement vitale en entreprise. Maintenant, on ira de plus en plus. Qu'est-ce qui distingue l'or ou le diamant de l'acier? C'est sa rareté. Donc, au final, soyez rare aussi en entreprise. On a une personne qui est capable de me remplacer 2 autres collaborateurs en congé, il n'y en a pas des tonnes. Mais si vous êtes cette personne-là, croyez-moi qu'on ne va pas vous lâcher d'ici demain. Bien au contraire, on va capitaliser sur vous parce que vous êtes une personne avec une capacité d'absorption très rapide et d'évolution aussi importante car vous l'avez déjà prouvé dans la polyvalence et aussi vous avez su être présent lorsque l'entreprise en période de crise a eu besoin de vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre actuellement. Les intérêts actuellement à la période de crise, donc, nous chauffons les collaborateurs, ils chauffent ou l'entreprise chauffe payer des collaborateurs actuellement en confinement n'est pas facile pour les entreprises. Moi, je suis dans la ressource humaine. Moi, j'ai une double casquette. Je défends le collaborateur et je défends aussi l'entreprise. Parce qu'au final, l'intérêt de l'entreprise et du collaborateur sont équivalent. Pour moi, black collaborateur ou l'entreprise ne pourra pas faire sans collaborateur et inversement. C'est ce que l'entreprise qui nous nourrit. Donc, au final, il faudrait qu'on soit plus dans l'empathie les uns les autres et qu'on considère l'entreprise, au lieu de parler une entreprise lambda, non, c'est ma famille. Chez PPG, c'est vrai que peut-être c'est assez atypique de parler d'une entreprise de cette manière-là, mais chez PPG, on a toujours parlé de nous comme une grande famille. Les collaborateurs, on a une pérennité très importante en entreprise. Moi, j'ai 8 ans chez PPG, mais bon nombre de mes collaborateurs et mes collègues
sont là depuis 8 ans aussi. Donc, j'ai des 10 ans, j'ai des 8 ans, alhamdoulilah. Le turnover n'est pas très affolant, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui a fait que on tient le cadre? C'est qu'on est une grande famille. Moi, personnellement, ne pas aller au bureau au quotidien me fait quelque chose. Mes collègues, certains, ne pas les voir au quotidien, on les voyait nettement plus que notre propre famille. Donc, نحاضر على l'entreprise تاعي كيما نحاضر على ma propre famille parce qu'au final c'est ma stabilité qui est en jeu. Donc faites très attention sur ça, soyez flexible avec votre employeur. Si vous êtes en recherche active d'emploi, soyez flexible aussi avec ce genre de paramètres. Ne dites pas là dès le début ah non moi j'ai ce diplôme avec le temps n'est qu'une ligne sur votre CV. Retenez ça. On ne cherche plus les lignes liées au diplôme, mais on cherche les bonnes personnes, la bonne patte, les personnes réellement capables de venir et de donner de soi pour l'évolution de l'entreprise et de l'intérêt de l'entreprise qui sont au final nos intérêts individuels. À ça, Yasmine, je vais aussi juste faire une petite parenthèse. Par rapport à la recherche d'emploi, il y a des secteurs, qu'on le veuille ou pas, on va dire qu'ils sont hermétiques, imperméables à la crise. C'est comme quand on parle de santé, le secteur du pharma n'est plus touché par la crise. Actuellement, le pharma fonctionne. Alors, il y a des coupes. Peut-être qu'ils sont quand même plus productifs et ils évoluent beaucoup plus. En fait, ils tirent un peu profit de cette crise actuellement. Effectivement, les objectifs du pharma n'ont jamais été au vert comme la conjoncture actuelle. Alors, il y a certains secteurs qui sont réellement hermétiques à la crise. Avec le pharma, avec le développement durable, qui sont réellement des choses d'actualité. On aura de plus en plus... Avec ça, très actif. Totalement. On aura aussi de plus en plus les métiers liés à l'informatique, donc à la digitalisation au quotidien, parce qu'on le voit actuellement, de plus en plus, il y a des plateformes qui se mettent en place. Il y a des plateformes... Absolument. Il y a même des process des entreprises qui sont en train de... Nous-mêmes, on travaillait continuellement à la digitalisation des process. Je parle d'employtique en ce qui concerne la digitalisation des process de recrutement. Oui. Maintenant, les entreprises se digitalisent malgré elles et s'adaptent malgré elles digitalement au contexte de la crise. C'est exactement ça. Donc, on verra de plus en plus des métiers se distinguer du passif. Donc, on verra de plus en plus qui m'a colté des métiers à la digitalisation prendre le dessus parce qu'on en a besoin. L'Algérie a un delta T de retard et ce delta T va être réellement, j'espère, du moins, cette lancée est très, très appréciable et on veut réellement maintenir ça. Donc, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la recherche d'emploi, ça peut être aussi de taper dans ce genre d'entreprise où vous allez être limite pas certain, mais avoir quelques certitudes sur la prospérité du secteur, c'est important. Et dernier point que je veux mettre en avant, c'est de se dire qu'au final, si je postule, ça prendra du temps, je vais passer par toutes ces étapes-là, je vais passer par des moments où je vais me dire, on l'a pas mis en avant, Yasmine, Billy, hadik la fameuse phrase, Billy, là, je postule pas parce qu'il y a des ma'rifa. C'est des choses qu'on s'était, peut-être qu'on s'est dit. En tant que recruteur, Nassima, oui. Déjà, de par ta propre expérience au sein de PPG et du moment que tu es dans les ressources humaines, tu es en contact avec beaucoup d'autres personnes qui font du même métier. Est-ce que dans ton entourage et surtout, est-ce que au sein de l'entreprise où tu travailles, est-ce que la notion de ma'rifa a une aussi grande proportion qu'on peut lui donner actuellement? Alors, il faut être limpide sur ça. Le ma'rifa existera toujours. Qu'on le veuille ou pas, sur le marché du travail, ça existera. Après, est-ce que toutes les entreprises travaillent de cette manière-là?
Je ne pense pas. Du moins, celle que je connais, ou là, celle qui a depuis 8 ans, on n'a jamais, au grand jamais, travaillé de cette manière-là. Alors, je m'explique. On ne se connaît pas, hein, les personnes qui sont derrière. Vous êtes quelques personnes à être derrière vos écrans. Je n'ai rien à gagner en montant, ou là, à vous donner du rêve, ou là, en vendant du rêve. C'est une réalité. On n'a jamais travaillé de cette manière-là. On a toujours mis en avant les CV qu'on reçoit de part et d'autre. Ça peut être via LinkedIn, ça peut être via Emploatique. Et aussi, on a même mis en place les recommandations, tout simplement. Les recommandations qui émanent de nos collaborateurs. Parce qu'au final, on veut, dans la ressource humaine, on dit toujours on est limpide, on a des process très clairs, on veut être très très ouvert avec les collaborateurs, partager nos stratégies, mais il faut le prouver. Nous, on a mis en place les recommandations via nos collaborateurs, c'est de dire vous voulez être acteur, vous voulez réellement recruter avec nous, l'éligible un CV, il y aura même une prime de recommandation. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce qu'on appelle, dans la plupart des entreprises, un système de parrainage. C'est ça. Donc, si on nous ramène des collaborateurs qui correspondent au profil qu'on recherche, en fait, cette personne-là ne va pas être embauchée d'emblée, mais cette personne aura la possibilité d'être intégrée au processus de recrutement et passera par toutes les phases de ce processus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, la recommandation, ce n'est pas un gage de recrutement immédiat. C'est pas parce que j'ai gagné un CV par le biais d'un collègue, automatiquement, je vais le mettre en avant. Pas du tout. Les recommandations, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt de les recommandations, c'est de dire aux collaborateurs, tu peux être acteur de la vie sociale de ton entreprise. Marhaba, on t'invite à le faire. À ça. La recommandation est un gage pour moi en tant que recruteur. Cette personne pourra s'indexer ou s'annexer ou rentrer dans la globalité de l'entreprise parce qu'au final, le collaborateur jamais une mauvaise patte. Bien au contraire, il va ramener forcément quelqu'un qui va rajouter un plus dans sa grande famille. On revient toujours à cette notion de famille. Donc, deuxième intérêt aussi, c'est que la personne qui est à la recherche active se dit, si cette personne-là, en entreprise, me recommande son entreprise, c'est que ça vaut le coup. Donc, c'est un gage aussi pour vous de confiance, de confiance, et vous pouvez vous avancer sur ça. Donc, ça, c'est pour les recommandations. Donc, je reviens par rapport à ta question à l'al-ma'rifa. Donc, Anna, sincèrement, al-ma'rifa, il y en aura toujours. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas avoir des discours en langue de bois comme là, on recrute limpidement. Non, pas du tout. Il y en aura toujours de cette manière qui recrutera de ma'rifa. Mais moi, je pars du principe que durant toute ma carrière, où j'ai eu mes expériences, j'ai toujours procédé à un recrutement classique. Donc, j'ai été recrutée de manière non ma'rifa, on va dire guillemets. Donc, automatiquement, je donnerai la chance tant que je serai dans l'entreprise, que ce soit chez PPG ou là demain ailleurs ou là, et ça sera toujours ma manière de voir les choses. Je donnerai la chance aux gens de basculer à un process classique. Bien au contraire, personnellement, le ma'rifa me fait peur. Le ma'rifa, c'est les gens qui viennent avec beaucoup de... sont pas M2, ils viennent avec beaucoup de... Comment on dit, ils sont très imbus de leur personne parce qu'ils viennent sous protection d'X ou Y parce qu'il y a flen ou filten. Oui, ça peut marcher dans certaines entreprises, mais pas chez nous. Après, il y a le préconçu avec les garçons qui nous regardent maintenant, trop souvent. Ou là, je sais pas si tu as ça aussi, tu l'entends souvent, Yasmine, c'est avec ta elles se font toujours recruter plus facilement. Ça, c'est un discours. Oui, alors en fait, moi-même qui gère les réseaux sociaux, les réseaux professionnels à l'entreprise, donc j'anime les pages Facebook et quand on met des posts quotidiens pour des offres d'emploi, oui. j'ai quasiment tous les jours des commentaires
Et de toute façon, يركروتيو بالمعرفة نتوما دايرين لكم إنذار الناس ولا يا ودي بيرفو يركروتيو غير النصار ما عندهمش كامل لا شانس تاعهم. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est deux personnes qui sont au quotidien confrontées au recrutement, donc on est assez habilité à en parler. Alors, pour faire très simple, il y aura toujours des personnes, ou là des entreprises, pardon, qui vont favoriser les filles, c'est normal, parce que l'activité le demande, qu'on le veuille ou pas. Il y a le secteur bancaire où il automatiquement plus de filles. C'est comme ça, parce qu'au final, les profils sont plus en adéquation. Je parle de PPG, on est une entreprise qui est active dans le secteur du bâtiment. Ben, désolé de le partager parce que c'est réellement un désarroi total. C'est qu'au final, ma parité homme-femme, moi, je n'arrive pas à l'appliquer. Moi, je suis sur un effectif 25% contre comme ça, 75% pardon, d'hommes. Au final, moi, vous vous rappelez des recommandations. Moi, j'ai même des recommandations plus positives pour les filles, pour me recruter, pour me recommander plus de filles. C'est-à-dire que, par exemple, si la prime, elle est d'X, pour un homme, moi, elle est supérieure parce que je suis réellement en désespoir total face à la gente féminine. Moi, je veux recruter plus de filles. Donc, ça dépend réellement du secteur au final. C'est pas parce que au final, vous allez trouver dans une banque plus de filles, donc automatiquement, elles sont recrutées plus facilement. Non. Il y a des formations qui demandent plus une présence plus féminine. Dans mon secteur, tu as le BTPH. Moi, quand je recrute des ingénieurs, on recrute beaucoup d'ingénieurs en technique. On a plus des sales technico-com. Donc, ils ont des formations en génie civil. Donc, génie civil sur les chantiers pour des filles, il y en a. Moi, quand j'en trouve, c'est mes pépites. Si Kautar est de passage, un petit clin d'œil à Kautar, c'est une pépite. C'est des filles qui sont plus téméraires que les garçons et qui sont capables d'autant sur chantier qu'un homme. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, sur certains segments, donc je le réitère, par exemple le mien, il n'y a pas beaucoup de filles. Moi, je ne recrute pas beaucoup de filles. Donc, ça dépend réellement des secteurs. Donc, arrêtez de dire que les filles, elles ont plus de chances. Allez, moi, je recrute plus facilement une fille. Il est où mon intérêt? Pas du tout. Au contraire, dans le domaine de la ressource humaine, si vous ne le savez pas, beaucoup d'entreprises n'aiment pas recruter les filles pour la simple bonne raison qu'une fille, au final, se marie. Une fille procrée. تدير لك ماتيرنيتي تكون ماناجر بعد تضرب كيما يقول لك تخليك 3 شهور ل 4 شهور. Au contraire, les filles empâtissent de ça par la suite. Donc ne dites pas qu'il est facile pour les filles d'être recrutées. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors écoute, je vais partager un chiffre employtique avec les candidats qui va conforter ce que tu es en train de dire. Donc, sur le T1 2020, on a effectué à peu près 2800 placements. Et sur ces 2800 placements, 77% sont des hommes. Donc, sur tous les recrutements qui ont été effectués sur l'informatique sur le T1 2020, 77% d'entre eux sont des hommes. Donc, moi, je vous dis concrètement, arrêtez de dire que la plupart des postes sont pour les femmes. Je suis désolée aussi pour les filles qui sont en train d'entendre ça. Donc, ça, c'est des chiffres concrets qu'on a fait selon nos statistiques. Donc, 77% des placements qui ont été effectués via informatique sur le T1 2020 sont à 77% des hommes. C'est une réalité. Après, effectivement, il y a des secteurs, il y aura plus de filles, il y a des secteurs, il y aura plus de garçons. Mais pour moi… Mais tout dépend des métiers, tout dépend des exigences de chaque métier, tout dépend des exigences et des orientations des entreprises. Hein. Après, les entreprises, je pense qu'elles essayent au maximum de favoriser la parité, hein, donc essayer d'avoir la même proportion d'hommes et de femmes au sein de leurs effectifs. Après, tout dépend de la compétence aussi. Alors, Yannick, pour info, Yasmine, ce que toi, tu ne vois pas, il y a pas mal de commentaires qui disent qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Et au contraire, oui, pour eux, les hommes, forcément, ne sont pas favorisés, etc. C'est-à-dire… Mais… Bon, toi, tu as donné du concret, moi, j'ai donné des chiffres. Moi, je ne pense pas qu'il y a plus de… Maintenant, ça dépend des
dans le contexte de chaque entreprise. Donc, on ne peut pas juger. Là, on fait que partager notre c'est réellement des vécus qu'on partage avec vous et on n'a aucun intérêt à donner autre que ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Après, effectivement, vous, toi qui es derrière ton écran, tu as eu une mauvaise expérience. Normal. Donc, les mauvaises expériences, ça fait partie de notre vie. Mais est-ce que c'est une règle fixe? Non. Anna, je vous donne juste un conseil, c'est de ne pas vous cacher derrière ça. Et au contraire, si c'est pas de ma faute parce qu'automatiquement, on va favoriser les filles, ben, tu peux rester derrière ça, mais ce préconçu. Mais est-ce que ça va te permettre d'avancer? Non. On a dit que la première des choses à retenir et à mettre en place, c'est la motivation. Je ne viendrai jamais mettre dans ma tête une idée qui va me détruire ou là qui va me décourager et qui va me freiner. Bien au contraire. Ok, si tu veux te croire réellement que c'est un vécu et que c'est une réalité, mets-le dans un coin dans ta tête. Mais aussi permet à ta personne de mettre en place des actions pour dépasser tout ça. Parce que comme expert, on vous dit que c'est tout sauf la réalité, mais après, chacun peut avoir une réflexion propre à sa personne. Très bien. Mais écoute, on essaie un petit peu de revenir sur en fait, tout ce qui est candidature et tout ce qui est orientation de carrière. En fait, je reçois beaucoup de questions concernant des questions de personnes qui ont un profil un peu atypique. Donc, qui ont un petit peu travaillé dans le marketing, un petit peu travaillé dans le commercial, un petit peu travaillé dans l'informatique. Je donne un exemple. Et en fait, elles me posent souvent la question, comment mettre en valeur mon profil et comment savoir, oui, je dois réorienter, ce qui fait que je dois réorienter. Alors, c'est vrai que c'est d'actualité actuellement. C'est de se dire, est-ce qu'au final… Polyvalence, en fait, est-ce que c'est un atout? Comment le mettre en avant, justement? Exact. Alors, actuellement, par rapport à la réorientation de carrière, c'est réellement d'actualité. Pourquoi? On est dans une phase où les choses vont être nettement plus compliquées. Mais c'est une phase aussi où on peut se poser les bonnes questions, qui m'appellent. On fait un bilan sur soi et à vous de vous poser les bonnes questions en vous disant qu'est-ce qui m'intéresse le mieux, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, où je suis le plus performant dans tous les ventails des compétences les indées. Si je suis donc on va dire que la nouvelle génération de plus en plus indrome le double diplôme. Moi, je rencontre ça très fréquemment sur les CV. Donc, c'est des personnes qui ont le bac à l'IFC, l'ITFC, pardon, l'IFC, c'est plus l'IFC. Indrome aussi, donc c'est les cours du soir, un bac à l'université classique. C'est des personnes qui ont beaucoup de certifications via le e-learning. C'est des personnes aussi qui continuent continuellement à apprendre. Donc, on se retrouve avec des personnes avec un échantillon de formation important. Maintenant, l'intérêt, ce n'est pas apprendre pour apprendre. Apprendre, c'est très bien. Il n'y a pas de limite à ça. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en place ce que vous connaissez avec votre métier et au final, c'est ce qui va vous nourrir. Donc, la réorientation est d'actualité parce que si je suis dans un métier où je sens qu'au final, ce métier, face à cette crise, ne sera pas si important en entreprise. Parce qu'au final, peut-être on y viendra, on ira sur certaines compressions d'effectifs, mais qui restera au final en entreprise? C'est les postes, on a dit à compétences rares. On a aussi dit c'est des postes aussi clés. On ne peut pas faire sans. On a parlé de digitalisation, de robots et tout. On a parlé de bien de choses. Mais est-ce pour autant que l'automatisation a pris le dessus sur l'humain? Non, parce qu'il y a des positions les éthiques. Donc, réfléchissez à ça et dites-vous que moi aussi, je serai cette personne réellement clé et nécessaire en entreprise. Donc, au final, si par exemple, je dis un exemple très par exemple,
Si je suis IT, est-ce que pour autant cette position est intéressante? Non. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de freelanceurs? Est-ce qu'on l'entreprise ne va pas forcément externaliser? Si oui, si la réponse est oui, et si j'ai la capacité d'aller vers un autre métier où là j'ai une double casquette, ben, n'hésitez pas à basculer sur autre chose. Et aussi, le point que je voulais aussi mettre en avant, qu'au final, il y a du si vous postulez tous, et si qu'au final, au bout de X temps, ça vient pas, peut-être que vous êtes tout bonnement fait pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une piste comme une autre. Donc, prenez votre temps et dites-vous, est-ce que moi, je ne suis pas une personne pas forcément faite en entreprise, peut-être faite pour monter ma propre boîte? Donc, posez-vous les bonnes questions. Mais après, la double casquette est très importante et si je peux user de cette double casquette et m'essayer sur d'autres métiers, n'hésitez pas à le faire. Surtout, si le secteur tech, comme fait, vous pataugez un petit peu et vous n'arrivez pas à trouver forcément facilement aussi du travail. Donc, basculez sur autre chose, soyez efficace avec vous-même. Très bien, très bien. Alors, Nassima, je te remercie infiniment pour ton intervention. Là, ce que je te propose de faire, en fait, c'est de répondre aux questions des participants. Okay. Donc, quelle est la partie chat ou quelle est la partie question. Okay. Donc, alors, là, on va répondre à la question de Faisal Sherif. Bonjour, comment gérer des expériences de courte durée dans plusieurs entreprises? Est-ce que vous voyez que c'est un atout ou au contraire un désavantage? Ça tourne. Alors, je suis de retour. Désolée encore une fois. Il y a eu encore une déconnexion. Donc, est-ce que vous m'entendez tous? Yes, excellent. Donc, on parlait de quoi, Yasmine? Rappelle-moi. Alors, en fait, on parlait des personnes qui ont plusieurs petites expériences dans plusieurs entreprises. Qu'est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un désavantage? Alors, pour être très franche, je disais, par rapport à le profil de la personne, si on est face à un senior, c'est plutôt compliqué d'expliquer ça. Parce qu'un senior, avec l'ORT, on est supposé être en périn en entreprise un minimum. On ne peut pas venir mettre en place une stratégie et partir au bout de 6 mois. Ça n'existe pas. Par contre, si on parle d'une autre catégorie qui est le junior peut expliquer très aisément ces petites expériences. Donc, ne rougissez pas à ça. Bien au contraire, expliquer la chose. Vous pouvez réellement être franc face aux recruteurs en disant qu'au final, c'était des petits contrats. Et au contraire, vendez toute expérience positivement aux recruteurs. Ça peut être quelque chose de positif. Tant qu'on est sur un niveau junior, ce n'est pas problématique. On connaît la... je mets aussi l'accent sur quelque chose, si tu permets, Nassima. Bien sûr, vas-y. En fait, il ne faut jamais dénigrer son ancien employeur au moment d'un entretien. Oui, très bien. Vas-y. Voilà. Une autre question. Comment être actif sur LinkedIn et en même temps rester discret par rapport à notre entreprise actuelle? C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent postuler, qui veulent changer, qui veulent voguer sous d'autres cieux, mais qui ont peur que ça soit perçu, ou plutôt mal perçu par l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Bon, donc, ça c'est une bonne question, ça, parce que on le vit tous au quotidien, on est recruteurs et donc on est très taquin quand il s'agit de nos collaborateurs, quand on voit que des choses passent et AGDA. Et malheureusement pour vous tous qui êtes derrière votre écran, on le voit très rapidement parce que vous faites certaines erreurs qu'on remarque très rapidement. Quand il y a un recruteur qui ouvre une position, je suis intéressée, merci de voir mon profil, je pense que c'est une erreur. C'est bien beau de vous mettre en avant face à l'offre Hadik, mais en parallèle, vous allez vous griller très rapidement face à votre employeur qui est aussi sur LinkedIn. Et aussi, ne dites pas que vous n'êtes pas regardé. Tout le monde vous regarde. Donc, si
vous êtes dans une approche, je me mets en avant et j'assume la chose. Il n'y a aucun problème, faites-le. Mais dites-vous qu'un collègue peut passer devant votre annonce, qui peut faire le screenshot, c'est d'actualité. Moi, j'ai vécu ça. Et donc, moi, j'ai eu ce genre de cas. Les jouets Cololi, on a vu tel postuler. Après, l'approche, moi, que j'ai envers mes collaborateurs, elle est simple. Moi, on n'a aucun problème à aller vers le collaborateur et discuter. Parce qu'au final, ça prouve qu'il y a un mal-être quelque part. Ici, on veut retenir le collaborateur. Il est grand temps d'avoir une belle discussion avec lui et trouver des solutions. Donc, pour revenir à ta question, parce qu'on a le recruteur, mais d'un point de vue salarial, donc salarié, pardon, ou là, primo-demandeur, c'est d'être présent, mais de le faire de manière intelligente et discrète. C'est d'écrire directement au recruteur, pour faire simple. Ce n'est pas forcément de dire je suis intéressé et je trouve qu'en tant que recruteur, on n'est pas très friand de ce genre d'approche. Et tu donneras ton avis aussi, Yasmine, mais on n'aime pas beaucoup ce genre d'approche. On préfère le collaborateur ou le candidat qui va s'investir un peu plus que limite liker l'offre. Non, ça, c'est pas intéressant. Donc, si toi, derrière ton poste, tu veux te distinguer ou là, tu veux accroître ton image, c'est déjà d'être actif, de partager un maximum de choses positives. C'est aussi... Pardon? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bien. Donc, c'est ce genre de choses. C'est comme ça que tu te distingueras des autres. Après être présent avec m'explique, c'est-à-dire que quand le recruteur ou l'entreprise en question qui t'intéresse, si tu vois qu'au final, la personne, la responsable RH ou en tout cas une personne liée à la ressource humaine ou le manager, ça peut être le manager de la ligne de métier qui interagit sur LinkedIn via un post, un message anodin peut te distinguer des autres. Un message, c'est-à-dire relatif à l'article en question, un avis sur la problématique en question, peut te distinguer des autres. Donc, faites attention à ça et vous pouvez vous vendre, faire du personal branding sur votre personne via juste un simple post sur un message, sur un post d'un recruteur. Tout à fait. Aussi, j'ai eu une question. Oui. En fait, la personne nous dit que est-ce que les entreprises continuent toujours à recruter, même si elles n'ont pas forcément des visibilités sur la fin de cette crise sanitaire? Il dit parce qu'on a l'impression que les recrutements sont gelés. Donc, est-ce que tu peux répondre à ça brièvement de par déjà la situation de PPG Okay. et aussi de par la situation de tes collègues dans les ressources humaines, dans les autres entreprises? D'accord. Alors, j'avais commencé tout à l'heure en expliquant qu'en 2019, il y avait une belle crise économique en Algérie. À 2020, on s'est tous dit, de manière générale, qu'il y allait avoir une reprise. Là, effectivement, cette crise sanitaire rajoute une très grosse couche à tout ça. Donc, au final, le plan de recrutement, pour faire simple, il sera toujours d'actualité. On aura forcément des recrutements sur 2020. Quand je dis des recrutements sur 2020, ce n'est pas forcément de la création de postes. Dans le sens, je vais me développer sur un nouveau segment, donc automatiquement, j'ai une création de poste qui n'existe pas en entreprise. Non, ça peut être une personne qui part en retraite, ça peut être une démission, parce qu'il y aura forcément, c'est une entreprise, c'est une famille, c'est une société, donc il y a une dakhel wal kharj, donc il y a un mouvement, donc automatiquement, on sera dans l'obligation de combler ces mouvements-là. Ce qui est certain, c'est que par rapport au recrutement, il y en aura toujours, mais on va réfléchir différemment. Dans le sens, Anna, par exemple, je vais vous donner notre exemple. Économiquement, quand il n'y a pas de vente, on va dire, ou du moins quand il y a une baisse de l'activité, le seul moyen de faire de la marge, c'est de faire du chiffre, tout simplement. Par contre, si je suis incapable de faire du chiffre, ou du moins mon chiffre n'est pas à la hauteur de mes challenges,
La seule chose que je peux contrôler, c'est mes coûts. Je ne suis pas financière, mais un financier nous l'expliquera plus en plus dans le détail. Donc, les coûts, ou le مخرج تاعي, c'est la seule chose اللي نقدر نتحكم فيها. Donc, automatiquement, c'est pour ça qu'on voit actuellement des recrutements gelés. Parce qu'au final, la dépense, forcément, elle est freinée. Il y a un plan marketing qui est gelé, ça peut être du recrutement. Mais après, est-ce qu'on va pouvoir faire du chiffre en bloquant tout? Non. Donc, les entreprises continueront à recruter, mais de manière différente, ou du moins, de manière, on va mettre moins de positions. Peut-être que, pour donner un exemple sur PPG, on va jumeler des positions, par exemple. Je vais donner, vous devez recruter une ADV sur 2 pôles avec la conjoncture actuelle. Donc, on a préféré pour un premier temps prendre une position pour les 2 pôles, payer plus cette position, mais faire un -1 en headcount. Et donc, ça, c'est effectivement, c'est une personne en moins. Mais c'est comme ça. On ne peut pas aller vers une ossature importante. On peut pas. On est obligé de remettre, on va dire, de redesigner un petit peu nos organes, nos organisations, et on n'est pas obligé de passer vers ce genre d'approche. Donc, il y a des positions qu'on va un petit peu jumeler avec une autre position. C'est une approche qu'on a mis en place. Ça peut être aussi, je disais, on ira plus sur du CDD, donc sur des périodes un peu plus courtes. Et aussi, mais c'est pas pour autant qu'on vous demande de vous brader. Ne vous bradez pas. Vous n'allez pas accepter tout et n'importe quoi. C'est pas le but. C'est pas le but. Si on accepte tout et n'importe quoi, on ne va pas s'inscrire dans la pérennité comme tu l'as souligné tout à l'heure. Non. Donc, on va être plutôt dans du, excuse-moi du terme, dans du terqa. Donc, on va aller dans une entreprise juste pour un moment, et ça ne va être ni bon pour notre carrière et ni bon pour l'entreprise vers laquelle on va travailler. Donc, on va se griller au final. Exactement, ne vous bradez pas. Mais effectivement, par rapport à ta question, on verra forcément moins de positions sur certains segments. Je ne dis pas tout le monde. Il y aura des segments qui continueront de recruter suivant leur charge habituelle. D'autres qui connaîtront moins. On va devoir être plus créatif dans le recrutement. Vous allez devoir être plus pertinent dans votre approche. Dans votre approche en recrutement aussi, c'est-à-dire lors des entretiens, vous allez devoir vous démarquer plus, mais ce n'est pas pour autant que le recrutement sera à l'arrêt. C'est impossible. Si le recrutement est à l'arrêt, c'est que les entreprises seront à l'arrêt. On a besoin de faire fleurir et générer de la croissance en entreprise, et ça passera par la ressource humaine, bien entendu. Effectivement. Enfin, un dernier point, Nassima, si tu permets, pour clore ce webinaire. Okay. Quel conseil justement donnerais-tu quel dernier conseil tu donnerais et aux chercheurs d'emploi et aux personnes qui souhaiteraient soit évoluer dans leur carrière ou persister, être pérenne? Alors, pour synthétiser tout ça, à mon sens, cette crise, est une période très très difficile. Pour le moment, alors, attends, ça s'est coupé. Je pense qu'il y a une déconnexion. Attends. Il y a une déconnexion. Ok. Non, on te dit 5 sur 5. Ah, bonjour. Ah, d'accord, excellent. Ah, ok, très bien. On t'entend? Ok, oui. On t'entend? Oui, de lire. Alors, on est en train de lire le message d'Iman Shmaoui qui dit aucun problème. En fait, quand nous sommes confinés, on peut attendre. Effectivement. On a sur les derniers conseils que tu pouvais donner aux candidats. Oui, alors de manière générale, moi je pense que on vit une période très très difficile. On n'a pas parlé de Corona aujourd'hui, on a essayé de parler d'autre chose parce que je pense que oui, tu es là? Oui.
Ouais, super. Donc, parce qu'au final, ce qui est en train de nous habiter le plus, c'est ce qui se passe actuellement. La crise sanitaire a pris le dessus sur tout et a pris une place très importante dans notre quotidien. Ça, c'est un fait et on peut pas fermer les yeux et passer ça. Bien au contraire, il faut être gawaïn à ce qu'on est en train de vivre. Après, Inch'Allah, كما يقول لك ربي يخرجنا على خير avant toute chose, وربي يحمينا قاعدك كما رانا قاعدك. Et ça, c'est le plus important à mon sens actuellement. C'est de dire, je pars du principe que je suis confinée, j'ai du temps. Ben, avec le temps, je cherchais, moi je parle de moi, hein. Je cherchais ce temps-là nuit et jour parce qu'on n'avait pas le temps. On avait le temps de rien. On faisait tout dans la précipitation. C'est même des choses réellement basiques de la vie. C'est de se lever le matin en prenant son petit déjeuner à Borraha. On n'avait pas le temps parce que le réveil sonne, les hommes parce que quel embouteillage, parce qu'il faut déposer les enfants, il faut faire ceci. Donc, notre vie était très speedante. Prenons le temps de nous retrouver humainement, tout ce qui est marana, de nous asseoir avec nos familles, de discuter un petit peu, prendre ce téléphone. Je passe un temps fou sur Facebook ou là sur Instagram, ou là, pas du tout, mais de prendre le téléphone et de dire la personne de ma famille ou là, de mon entourage, avec qui je suis en conflit. Il faudrait réellement qu'on revienne aussi vers l'ossature, vers les fondamentaux de l'humain déjà. C'est hyper important. À ça, à mon sens, dès que je vais m'organiser nettement mieux dans mon quotidien. Parce que l'organisation, c'est un fait, nous fait réellement défaut. Je ne vais pas passer mon temps à regarder les murs ou passer mon temps à scroller toute la journée. Je vais passer mon temps à rentabiliser ce temps que je n'avais pas, ce temps qui était si cher auparavant. S'il y a lieu de faire du sport, donc, alhamdoulilah, on a des plateformes, surtout, digitales surtout. Si j'ai envie de faire du sport, je peux me connecter et faire ma petite séance de sport. Si j'ai un manquement, moi, un conseil très important, c'est d'aller vers des basiques en e-learning. Quand on parle de le candidat opérationnel, moi, je ne vous demande pas d'être opérationnel en connaissant vos fiches de poste et être du jour au lendemain réellement performant. Mais il y a des bases. Il y a des bases qu'on doit tous connaître. Ce PC, il n'est pas fait juste pour les séries. Ce PC est fait réellement comme un outil de travail avant toute chose. Donc, un minimum, connaître le pack Microsoft est un basique. أنا إكسل ما نعرفش كيفاش نستعمل إكسل n'existe plus dans le jargon d'un candidat à 2020. Faire un tableau croisé dynamique, tu ne sais pas le faire, ce n'est pas normal. Que tu sois RH, littéraire, financier, marketeur, non, on ne peut plus se permettre ça. Les outils informatiques sont devenus une base. C'est sommaire tout ça, ce n'est pas discutable. Donc, profitez de ce temps-là, développez-vous beaucoup plus, travaillez sur des choses, des manquements de votre personnalité et soyez positif envers vous-même. Parce que la personne qui croit le plus en vous, c'est votre personne avant toute chose. Si vous êtes défaillant envers vous, personne ne croira en vous. Soyez réellement déterminé, et grâce à votre détermination, vous allez dépasser cette période difficile où, Inch'Allah, tout le monde trouvera chaussures à son pied. C'est le conseil que je donne à vous. Parfait. Merci beaucoup surtout pour cette positive attitude. Hein. Merci infiniment pour tes conseils, pour ta disponibilité et surtout aux participants d'avoir voulu patienter avec nous. Merci pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, nous sommes là à votre disposition. Nassima l'est tout autant. Donc, merci aussi à vous d'avoir été parmi nous. Donc, je vous dis, Inch'Allah, au prochain webinaire pour mardi, Inch'Allah, à 14h. Donc, ça va parler de Digital HR.
Donc, pour les personnes qui sont du métier des RH ou bien tout simplement pour les personnes qui veulent s'informer sur les nouveaux processus de recrutement digitaux, je vous invite à nous rejoindre. Donc, ça sera animé par Monsieur Maloufi, DRH de Ooredoo. Merci infiniment, Nassima, encore une fois, pour ta disponibilité, pour ton PEPS surtout. Donc, ça a rendu l'échange très, très intéressant et très facile. Excellent, merci à vous tous et bon courage. On démarre et on survivra avant toute chose. Alhamdulillah sur toute chose et bonne continuation à tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci.